Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer de corriger le troisième cas clinique des sujets résidents à Alger 2022. Alors, le texte du cas clinique. Un couple consulte pour désir de grossesse sur une infertilité. Voilà. Un couple consulte pour désir de grossesse sur une infertilité. La première question, le médecin commence par l'interrogatoire à la recherche de cocher la réponse juste. L'âge maternel et la durée de l'infertilité, la date de mariage et le type de cohabitation, la notion de chirurgie chez la femme, la profession du mari, trouble de cycle chez le madame. Alors, on va essayer de choisir la combinaison juste. Alors, la première proposition, l'âge maternel et la durée de l'infertilité. Bien sûr qu'on doit savoir l'âge maternel, parce que la fertilité chez une femme prévintine, c'est pas la même d'une femme les trentaine ou là dans les quarantaines. D'accord. Alors l'âge il est très important. Aussi la durée de l'infertilité. Déjà pour dire que c'est une infertilité, ou là, tout d'abord, c'est quoi la définition d'une infertilité? L'infertilité c'est quoi? C'est la difficulté pour un couple d'avoir un enfant. D'accord. Et elle est considérée pathologique lorsqu'elle dépasse les 12 mois. D'accord. Alors, c'est très important de savoir la durée de cette infertilité. Si elle est moins de 1 an, elle est physiologique, normale, d'accord. Alors, elle doit être dépassée, elle doit dépasser les 12 mois avec des rapports sexuels réguliers et sans contraception. Lorsqu'elle dépasse 12 mois, ça c'est une infertilité. D'accord. Alors, la durée, elle est très importante à savoir. Alors, un, bien sûr, c'est juste. Deux, la date de mariage et le type de cohabitation. Bien sûr, c'est juste. La date de mariage pour savoir la durée de l'infertilité et le type de cohabitation. Est-ce que ce couple-là, s'est marié, habite sous le même toit ou non, pour voir la régularité des rapports sexuels. Alors, c'est juste. La notion de chirurgie chez la femme, bien sûr, qu'on doit questionner sur cette notion. Par exemple, une femme qui a été opérée sur la base du crâne, c'est-à-dire cette chirurgie, elle peut altérer le système endocrinien, ou là, par exemple, une chirurgie sur le système érogénital. Bien sûr, c'est important de savoir cette notion. D'accord. Alors, la ditanie, c'est juste. La profession du mari, bien sûr. Bon, d'un côté, par exemple, il y a certains produits qui sont toxiques sur l'appareil génital de l'homme, ou là, par exemple, le type de la profession. Par exemple, un homme qui travaille dans le Sahara, etc. Par exemple, elle peut vous orienter pour dire que, voilà, que les rapports sexuels chez ce couple sont des rapports irréguliers, etc. Les troubles de cycle chez le matin, bien sûr, c'est juste. Alors, on va cocher normalement A. D'accord. Toutes les propositions sont justes. Alors, on continue. La deuxième question. Pardon. Quelle est la première étape diagnostique à faire? Cocher la réponse juste. Un examen clinique de monsieur et madame. Demander une hystérosalpingographie chez madame. Demander un spermogramme chez monsieur. Faire une échographie chez monsieur et madame. Ou là, faire une cilioscopie chez madame. Alors, on va essayer de choisir la combinaison juste. Alors, un examen clinique de monsieur et madame. Bien sûr que c'est une réponse juste. On doit faire un examen bien détaillé, voilà, de tous les appareils, surtout l'appareil érogénital et l'appareil endocrinien chez le couple, chez le monsieur et le madame. Alors, un, c'est juste. Demander une hystérosalpingographie chez le madame. Bon, ouais, je pense avant de répondre à cette question, on peut jeter un coup d'œil sur l'OMC et voir directement l'examen de première intention. Là, les examens cliniques ou les examens paracliniques de première intention. D'accord. Alors, comme vous voyez, comme voilà, le bilan paraclinique en première intention chez la femme. La première des choses, il faut faire la courbe de température. D'accord. AD1. 2. Un bilan hormonal minimal, FSH, LH, ostradiol. D'accord. Allez, 2. 3. Une écho pelvienne par voie endovaginale. D'accord. Pas par voie abdominale. D'accord. C'est endovaginal. D'accord. La quatrième des choses, une hystérosalpingographie. D'accord. Elle est réalisée en première phase du cycle
pour voir l'intégrité de la cavité utérine, par exemple pour voir s'il y a une malformation utérine ou là s'il y a des images endo-utérines, etc. D'accord? Un polype, fibrome, etc. Et aussi surtout à l'âge de la perméabilité tubaire. Alors l'hystérosalpingographie elle est nécessaire aussi, d'accord? Cinquième des choses, le test postcoïtal, et certaines sérologies sont obligatoires comme la syphilis, l'hépatite B, l'hépatite C, etc., le VIH, etc. D'accord? Et un bilan préconceptionnel, d'accord? Et enfin un prélèvement vaginal éliminant une infection latente, comme les chlamydioses, etc. Alors, à peu près les examens paracliniques de première intention. D'accord? Pardon. Alors, comme on a dit, une courbe de température 1, bilan hormonal minimal à FSH à la radio 2, échographie pelvienne par voie endovaginale AD 3, hystérosalpingographie 4, test postcoïtal, sérologie, certaines sérologies obligatoires comme syphilis, hépatite B, etc. Un bilan préconceptionnel, d'accord, et un prélèvement vaginal éliminant une infection latente. Alors normalement ils sont 8, d'accord. dit chez la femme. Pardon, j'ai donc pas chez l'homme, pour répondre une fois pour toutes. Voilà, le bilan paraclinique chez l'homme, donc. En première intention, avec le spermogramme, d'accord, le test postcoïtal et certains examens obligatoires de sécurité sanitaire, etc., comme les sérologies de VIH, syphilis, hépatite, etc. D'accord. Et comme vous voyez, en deuxième intention, on a l'échographie. D'accord, l'écho testiculaire, elle est en deuxième intention, c'est pas comme chez la femme, elle est en première intention. D'accord. On va essayer de répondre à cette question. Très bien. Alors, comme on a dit, examen clinique, bien sûr, c'est juste. Demander une hystérosalpingographie chez le matin. Et on a dit que c'est une réponse juste pour voir l'intégrité et la perméabilité des cavités utérines, etc. Alors, 2, c'est juste. 3, demander un spermogramme chez le monsieur. Bien sûr que c'est juste. Le spermogramme, il est très nécessaire chez le monsieur. Parce qu'il peut donner beaucoup d'informations sur le sperme du mari. Par exemple, il peut donner la couleur, la viscosité du sperme, son volume, le pH, aussi la vitalité des spermatozoïdes, etc. L'essentiel, c'est un examen très nécessaire et on doit le demander en première intention. D'accord? Alors, 3, c'est juste. Déjà, normalement, d'emblée, on va cocher 1, 2, 3, c'est-à-dire on va cocher A. Par contre, l'échographie, comme on a dit, elle est l'écho endovaginal. On peut la demander en première intention chez le madame, mais pas en première en première intention chez le monsieur. D'accord? Alors 4, elle est fausse. Et la cilioscopie, oui, bien sûr, on la demande chez la femme, mais en deuxième intention. C'est surtout lorsqu'on trouve des images évocatrices de l'hystérosalpingographie. On peut demander la cilioscopie en deuxième intention et pas en première intention. D'accord? Alors on va cocher 1, 2, 3. C'est-à-dire qu'on va cocher A. Normalement, c'est clair. Allez, on passe à la troisième question. Alors, le bilan hormonal de la femme revient comme suivant. La FSH -2, LH -2, l'ostradiol 50 microgrammes. Quel examen demandez-vous? Cochez la réponse juste. Un scanner abdominal, IRM de la selle thyrsique, taux de prolactine sanguine, test ou JNRH ou la sérologie, chlamydia et mycoplasme. Alors, on va essayer de choisir la combinaison juste. Alors, bon, avant de répondre à cette question, comme vous savez, le système endocrinien chez la femme, on a quoi? On a l'hypothalamus, on a l'hypophyse, d'accord, et on a les ovaires, la périphérie. L'hypothalamus, elle va sécréter quoi? Elle va sécréter la GnRH, d'accord, pour stimuler l'hypophyse. L'hypophyse, elle va sécréter la FSH et la LH, d'accord, et ces hormones vont stimuler les ovaires, d'accord, qui vont sécréter l'ostradiol et progestérone, bien sûr. Alors, le bilan chez cette femme, on a la FSH, LH, il est moins de 2. Au les normes, normalement, il doit être plus de 2. C'est-à-dire même avec un feedback négatif, la moindre des choses, qu'on a l'aqal 2. D'accord? Plus de 2, normalement, l'unité, normalement, c'est unité par litre. C'est comme ça. Ou la unité internationale par litre. D'accord? Alors, même avec un feedback négatif, on doit avoir un taux minimal de 2. D'accord? C'est-à-dire ici, soit l'hypophyse n'est pas fonctionnelle, ou là, l'hypothalamus n'est pas fonctionnel aussi, ou là,
L'hypothalamus, elle est fonctionnelle et le GNRH, il n'est pas fonctionnel sur l'hypophyse. C'est-à-dire l'hypophyse, elle n'est pas stimulable par la GNRH. D'accord. Le stradiol, il paraît normal, d'accord. Ouais, vraiment, c'est comme un cas atypique, mais bon, c'est comme un problème central, d'accord. Madame la face HLH, elle est très minimale, il paraît comme un problème central. Alors, on va essayer de voir ou de corriger cette question. Alors, scanner abdominal. Généralement, on demande le scanner abdominal pour voir l'état des ovaires. D'accord. Alors, comme on a dit, il paraît un problème central, alors c'est pas l'intérêt de demander un scanner abdominal. D'accord. La deuxième des choses, c'est l'IRM de la selle thyrsique. L'IRM de la selle thyrsique, oui, c'est juste. Parce que on a un problème, FSH à l'âge minimal. Peut-être que cette femme, elle n'a pas d'hypophyse ou d'hypothalamus. D'accord. Alors, c'est pour ça qu'on doit faire l'IRM de la selle thyrsique pour confirmer l'existence de l'hypophyse. D'accord. Alors, l'IRM de la selle thyrsique, je la trouve que c'est une proposition juste. D'accord. Aussi, le test de prolactine sanguine. Donc, comme vous savez, la prolactine, c'est une hormone qui inhibe la GnRH. D'accord. Et qui dit l'inhibition de la GnRH, c'est-à-dire que on n'aura pas d'FSH LH. Alors, c'est logique de demander ou là, de savoir le taux de prolactine sanguine chez cette femme. D'accord. Alors, 2 et 3, je trouve que elles sont justes. Déjà, lorsqu'on voit les propositions 2 et 3, c'est-à-dire soit on coche C ou la E, mais comme on a dit, 1, je pense qu'elle est fausse, c'est-à-dire le scanner abdominal, on ne doit pas demander un scanner abdominal avec un problème central. Alors normalement on va cocher E, d'accord. E, c'est 2 et 3. Le test de GnRH, moi je pense, avant de stimuler ou avant de voir la stimulabilité de l'hypophyse, on doit ça confirmer ça, comment dirais-je, on doit ça confirmer sa existence, d'accord. C'est-à-dire on doit faire l'IRM de la selle thyrsique et lorsqu'on trouve que l'hypophyse elle est normale, elle est dans sa taille et dans son volume, etc. On peut faire le test au GnRH qui est un test dynamique, d'accord. Alors ça, je trouve 2 puis 4, mais chez 2 et 4 en même temps, d'accord. Et les sérologies chlamydia et mycoplasme, bien sûr, c'est une c'est-à-dire on doit les demander dans les causes périphériques, par exemple en cas de salpingite ou là avec des synéchies utérines, etc. Tellement on peut demander les sérologies chlamydia et mycoplasme. Alors lorsqu'il a des FSH à l'âge minimal, je pense qu'il cherche les bilans ou les examens complémentaires d'une cause centrale. D'accord. Alors je pense qu'on va cocher IRM de la selle thyrsique et taux de prolactine sanguine, c'est tout. Voilà. Alors on passe à la question suivante. Très bien, le taux de prolactine revient à 80 nanogrammes par millilitre. Que recherchez-vous? Cochez la réponse juste. Alors, la première proposition, une insuffisance rénale, une hypothyroïdie, un adénome hypophysaire, une notion de prise en charge médicamenteuse ou un diabète. Alors, on va essayer de choisir la combinaison juste. Bon, comme vous savez, selon le taux de prolactine, on peut deviner la cause de cette hyperprolactinémie. Bon, lorsqu'elle est plus de 300 nanogrammes par millilitre. Généralement, la cause de cette hyperprolactinémie, c'est une cause où elle est due à un macroadénome. D'accord, c'est un adénome hypophysaire sécrétant. D'accord, il s'agit d'un macroadénome, c'est-à-dire plus de 1 ou plus de 10 mm ou 1 cm. D'accord. Et lorsque le taux de prolactine est entre 100 et 300 nanogrammes, généralement on évoque un microadénome. D'accord. Et qui est moins de 100, généralement on évoque les causes de l'insuffisance rénale, de l'hypothyroïdie, les causes iatrogènes, surtout la prise des antidépresseurs, les antiémétiques, les antihypertenseurs, etc. D'accord. Etc. Alors, on va essayer de choisir la réponse juste. Alors, l'insuffisance rénale, comme on a dit, oui, c'est logique. D'accord, l'insuffisance rénale, oui, c'est une cause de l'hyperprolactinémie, d'accord. Alors, elle est juste. L'hypothyroïdie, oui, elle est juste. L'adénome hypophysaire, normalement, lorsqu'on a un microadénome hypophysaire, normalement, le taux est entre 100 et 300. Mais, lorsque je vois les combinaisons, c'est-à-dire je ne trouve pas une combinaison très très juste, alors, je pense qu'on sera obligé de la cocher aussi, d'accord. La combinaison la plus juste.
même un microadénome hypophysaire, il peut donner un taux de prolactine à 80. Mais un macroadénome, je ne pense pas. Un macroadénome, on doit avoir un taux de prolactine très élevé, d'accord, qui dépasse parfois même les 300 nanogrammes par millilitre. Zid aussi une notion de prise en charge, médicamenteuse. Bien sûr, c'est juste, comme on l'a dit, il y a beaucoup de médicaments qui peuvent donner une hyperprolactinémie, comme les antiémétiques, c'est tout ce qui est Primperan, etc. Les antihypertenseurs, comme l'aldactone, etc. Donc, on incite à نكذبش عليكم. Ou même les, je pense même les IPP, les IPP تاني, زي تاني عندك les antidépresseurs, tricycliques تاني, etc. L'essentiel sont 1, 2, 3, 4 sont justes. Par contre, le diabète, non. Le diabète, je pense pas, c'est une cause d'hyperprolactinémie. D'accord. Alors, je pense la proposition la plus correcte, c'est 1, 2, 3, 4. D'accord, insuffisance rénale, hypothyroïdie, adénome hypophysaire et notion de prise en charge médicamenteuse. Voilà. Je coche 1, 3, 4, mais il n'y a pas cette proposition. Alors, je serai obligé de cocher la dernière proposition. D'accord. On passe. L'essentiel, le diabète, non. D'accord, diabète, non, c'est pas une cause d'hyperprolactinémie. Toujours les causes, mais jamais le diabète. Et très bien, donc la dernière question. Chez le mari, le spermogramme retrouve une tératoasténospermie. Que préconisez-vous en première intention? Cochez la réponse juste. Une insémination des spermatozoïdes, on a joué cette abréviation. Normalement, c'est une injection intracytoplasmique des spermatozoïdes de la Hajekimrak. Une vitaminothérapie, une chirurgie, traitement par les gonadotrophines ou une insémination artificielle. Bon, en première intention, je pense que c'est logique de cocher une vitaminothérapie. Parce que tout simplement, le développement normal des spermatozoïdes nécessite les différentes vitamines et même les différents éléments alimentaires. Alors, c'est logique qu'on doit commencer par une vitaminothérapie. Peut-être c'est la cause de cette tératoasténospermie, peut-être c'est un manque de vitamine C2. Et le reste, en deuxième intention. D'accord. L'insémination intracytoplasmique des spermatozoïdes, et aussi la chirurgie. La chirurgie, en cas de cause organique, c'est le dernier recours. D'accord. Aussi même le traitement hormonal et l'insémination artificielle. Alors je pense que c'est logique de cocher une vitaminothérapie. Je pense que la vidéo n'est pas très longue. Alors, je vous souhaite un très bon courage et à la prochaine, Inch'Allah, pour le 4e cas clinique. Kaya, Islam,